bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe de défis au Parlement bruxellois. D'abord, une question d'actualité, Emmanuel Debock. Les prisons, la grève qui va sans doute durer jusqu'à lundi, avec pourtant des propositions du ministre de la Justice sur la table, dont on parle d'un service minimum notamment. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette grève doit continuer ou est-ce qu'elle doit s'arrêter? Mais il faut quand même comprendre la situation dans laquelle vit le personnel pénitentiaire. C'est catastrophique, avec des conditions inhumaines de travail, des conditions de détenus en cellules à gérer qui sont devenues totalement obsolètes et dégradantes, et au final, un statut, des moyens financiers et une austérité, puisqu'en fait, en réalité, le projet, la grève vient du fait que le ministre voulait diminuer encore les moyens pour les prisons. C'est clair qu'à un moment donné, quand on tend l'élastique aussi fort, l'élastique il finit par rompre. Donc sur l'idée d'un service minimum, parce qu'effectivement, la problématique, c'est, vous dites, des conditions difficiles de travail pour les gardiens, c'est vrai, et donc du coup des conditions de détention inhumaines pour les détenus. Voilà, mais donc on peut comprendre effectivement cette grève, mais il faut aussi comprendre de l'autre côté les détenus qui qu'aujourd'hui sont plongés dans un marasme à vivre qui n'est plus tenable. Mais ça veut dire qu'il faut un service minimum ? Il faut un service minimum, je le crois, à la fois pour les détenus, mais aussi pour la société. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Alors sur le fait qu'il y ait des prisons dans la ville ou des prisons en dehors de la ville, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut une grande prison à Arren ou bien est-ce qu'il faut rénover Forêt et Saint-Gilles? Mais ce dossier est assez emblématique parce que finalement, on peut voir qu'il y a un manque d'anticipation. On sait que la prison de Saint-Gilles, la prison de Forêt sont des prisons qui sont définitivement obsolètes, qu'on n'a pas rénovées à temps. Encore une fois, on a traîné. On a fini par condamner ces prisons dans le sens où, faute de rénovation, ces prisons elles ne peuvent plus maintenir aujourd'hui des conditions de détention normales. On est d'ailleurs condamné sur le plan européen par rapport à celle-ci. Et en même temps, on n'a pas de dossier de nouvelles prisons. Donc ça pose problème. La prison de Arren est toujours dans les limbes et au final on va avoir un gros problème avec une absence de politique de détention et on peut comprendre aussi les magistrats qui n'ont pas envie d'aller à Arren, les conditions aussi de transfert qui seront beaucoup plus difficiles à organiser qu'elles ne l'étaient entre le palais de justice aujourd'hui et la prison de Saint-Gilles-Forêt. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je préfère que la détention se fasse aussi à proximité du palais de justice. Il faut comprendre ça. Les conditions aussi de transfert des détenus, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre en envoyant les détenus à l'autre bout du pays, parce que faute de prison, c'est quand même ça qui va se passer. On a vu avec les détentions d'un certain nombre de terroristes à l'autre bout du pays. Il faut, à mon sens, qu'il y ait des prisons dans chaque province et qu'on puisse aussi, en termes de détention, mais aussi pour les familles qui vont voir les détenus, avoir des conditions optimales. Donc on garde Forêt et Saint-Gilles, mais rénovés. Ça, c'est ce qui aurait dû peut-être être fait. Ou alors, si on ne l'avait pas fait, il fallait à ce moment-là avancer sur le dossier de Arren beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, par le manque d'anticipation, on se retrouve avec une situation chaotique qui n'est pas digne. Aujourd'hui, quelle est la décision? Vers où va-t-on? La décision, elle a été prise de Arren, mais sauf que le dossier de Arren n'est pas prêt. Et donc, on est avec encore une prison de Saint-Gilles et de Forêt qui, peut-être pendant 10 ans, va continuer à accueillir dans des conditions de détention dantesques des prévenus qui vont sortir plus radicalisés contre la société qu'ils n'étaient entrés. Alors, sur la relance de Bruxelles, le gouvernement a passé un plan, c'est important, 66 millions sur la table pour la sécurisation, pour l'économie. Est-ce que c'est suffisamment attractif, ce plan-là, pour vraiment relancer Bruxelles ? Alors, c'est l'effort du gouvernement bruxellois. Il y a deux volets. Il y a le volet prévention, effectivement, avec des moyens humains, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les lieux de spectacle et de culture, pour pouvoir offrir une offre la plus sûre aussi et pouvoir relancer l'activité économique en ayant les meilleures conditions pour les touristes et les personnes qui vont au spectacle et qui sortent le soir. Et de l'autre côté, il y a un volet économique. Et ce volet économique, il est très important parce qu'aujourd'hui, les sociétés, qu'elles soient dans le centre, mais aussi dans la périphérie de la ville, dans la seconde couronne, souffrent terriblement de la chute de leur chiffre d'affaires et doivent faire face pourtant à un certain nombre de conditions. Leurs banquiers, ils sont là, ils ont des traites. Et donc, il y a par exemple l'intervention du fonds de garantie qui va permettre aux sociétés qui sont peut-être juste en train de couler, d'avoir la tête
remise au-dessus de la ligne de flottaison. Mais la question, c'est quand est-ce que ça va reprendre? Quand est-ce qu'il y aura cette relance? Parce qu'effectivement, ce sont des mesures qui sont faites pour aider maintenant. Mais comment est-ce qu'on peut faire que le Bruxellois ressorte, que le Bruxellois dépense d'argent, qu'il aille dans le centre, et Vous savez, que les touristes arrivent? Le lockdown a été une période très difficile fin de l'année, mais c'était la période de l'année, sauf les fêtes, où finalement les sociétés ont pu non seulement digérer le problème du lockdown et se relancer. Le printemps s'annonçait très très bien avant les attentats. Donc même dans le secteur touristique, des réservations étaient importantes au mois de mai, au mois de juin. C'est clair que les attentats ont vraiment cassé la logique et on est sans doute parti pour 6 mois de problème. Et donc effectivement, ces mesures qui sont faites, la City Tax, le fait de pouvoir intervenir dans le soutien aux entreprises, d'offrir ces garanties pour que les banques puissent continuer aussi à prêter au commerce et que les commerces tout simplement puissent tenir le coup, parce que le problème c'est de tenir le coup sur la durée et de pouvoir dire je vais devoir pendant 2 ans renégocier un certain nombre de mes engagements et pouvoir effectivement à ce moment-là faire face à mes traites. Les touristes ne reviendront pas naturellement, les consommateurs ne reviendront pas naturellement. Donc tout ça participe aussi à un phénomène qui va devoir prendre du temps et malheureusement, il faut aussi que chacun et chacune ait le courage aussi de pouvoir aussi revenir à ses comportements d'avant les attentats. Et ça, malheureusement, on est sur de l'émotionnel et il faudra encore attendre 2-3 mois. C'est la fête de l'Iris ce week-end. Alors, est-ce que justement cette fête de l'Iris doit être un moment symbolique où on doit relancer Bruxelles ? Je crois que c'est effectivement le vrai moment du début du printemps, parce qu'en plus l'hiver a été un peu plus long chez nous. Aujourd'hui, on va avoir de semaine en semaine un certain nombre d'activités, que ce soit la Gay Pride la semaine prochaine, la Zinneke Parade, et puis après ça les festivals d'été, de jazz, mais aussi le Brussels Summer Festival. C'est vrai que la fête de l'Iris, elle lance l'ensemble de ces activités. Bruxelles va vivre pendant 3-4 mois non-stop, et donc c'est l'occasion ou jamais de faire vivre aussi la capitale, que les Bruxellois, mais aussi les non-Bruxellois passent par la capitale. Et viennent voir comment est-ce qu'on vit dans la capitale et qu'on peut vraiment tourner la page du passé et peut-être en écrire une nouvelle avec l'ensemble de la population. Vous faites le lien vous-même avec notre sujet suivant, qui est celui de la mobilité. Bon, c'est bien de dire qu'il faut venir à Bruxelles, ou même dans le centre de Bruxelles, mais comment y accéder? Pas toujours facile, hein? Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de mobilité et on en connaît les raisons. Donc les tunnels ont participé effectivement à la dégradation de la qualité de la mobilité à Bruxelles. Ils sont en passe d'être résolus puisque concrètement dès l'été, fin de l'été, on aura l'ensemble des tunnels qui seront réouverts à la circulation. Maintenant le centre-ville il est accessible. Donc les gens aussi ont une image de croire que le centre-ville n'est pas accessible. C'est faux, il est accessible, il y a du parking. Maintenant il faut surtout modéliser, effectivement, avoir du téléjalonnement, comme dans les grandes villes dignes de ce nom. Pourquoi la région a attendu tant de temps pour installer ce téléjalonnement? Et ça, il faudrait poser la question à M. Smet. Donc, c'est vrai que dans une capitale comme la nôtre, il y a un certain nombre de choses à faire. Effectivement, indiquer les parkings, pouvoir accéder facilement à un parking pour pouvoir s'y garer et pouvoir flâner dans la ville tranquillement, c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer lorsqu'on a lancé le piétonnier, en tout cas lorsque la ville a lancé le piétonnier il y a maintenant plus d'1 an. Ça aurait dû être fait en même temps et manifestement, de nouveau, le fait de pouvoir coordonner un certain nombre de politiques est un véritable enjeu, un défi pour le futur. Et est-ce que rétrospectivement, on peut se dire, tiens, mais peut-être qu'on a raté une occasion, au moment où la ville a parlé de son piétonnier, on a raté une occasion d'y insérer la région aussi. Atrium n'a pas été tellement concerné par ce lancement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu travailler en équipe? C'est un bel exemple, le piétonnier, parce qu'au-delà de l'idée, on voit que quand une commune, et la ville de Bruxelles n'est pas une commune comme les autres, c'est la plus grande du pays, c'est celle qui a le plus d'impact sans doute aussi sur le plan international. On voit que quand une commune lance un projet, elle ne peut pas vivre en vase clos. Elle doit pouvoir tenir compte des impacts que cela peut induire sur ses communes voisines, sur la région, et elle doit prendre les communes voisines comme ses partenaires. C'est sûr qu'il y a des effets de report, parfois à charge, parfois à décharge. Et c'est un bel exemple aujourd'hui, peut-être qu'on doit... Une leçon à tirer, c'est de pouvoir se dire demain, la concertation aussi entre communes voisines par rapport à des projets aussi grands, aussi importants, elle doit être beaucoup plus en amont et la région doit jouer ce rôle finalement de coordination et de tutelle sur les communes pour des projets aussi importants et d'envergure que celui-là.
Alors vous êtes parlementaire, Emmanuel De Bock, jeune parlementaire encore, donc on ne parle pas encore de pension à votre âge. Et pourtant, on parle beaucoup de pension dans le public, parce que les pensions c'est de plus en plus dur, on va allonger l'âge de la pension. Et on a l'impression que les parlementaires sont privilégiés au point qu'à la Chambre, ils vont devoir revoir les règles concernant les pensions. Est-ce qu'il faudrait faire de même au Parlement bruxellois? Vous savez, donc chez nous, à la région bruxelloise, l'ancien système permettait aux parlementaires d'avoir une pension à 20 ans. Il a été changé, c'est 36 ans aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun souci. Je trouve d'ailleurs que c'est bien qu'il n'y ait pas de privilège entre les catégories sociales dans le pays et que chacun puisse avoir le même type de pension pour les mêmes durées d'années qu'il a contribué finalement à la richesse de la société. Et donc moi je suis assez partisan effectivement que la pension des parlementaires puisse compter comme tout autre métier et soit calculée sur une carrière complète de 40 ou 45 ans. Donc proportionnellement. Donc, proportionnellement. Et donc si vous faites 5 ou 10 ans de mandat parlementaire, elle comptera pour 5 40e, 10 40e, 10 45e au prorata des autres métiers que vous avez fait avant ou que vous ferez après, parce que finalement le mandat de parlementaire, on le dit, c'est un mandat, c'est pas vraiment un métier, bien que chez certains des carrières longues sont parfois possibles. Je crois que c'est important d'avoir le système le plus proche de ceux des citoyens. C'est inévitable. Aujourd'hui, il faut construire une société ensemble et il faut que les statuts des uns et des autres soient, je crois, les mêmes. Mais il faudrait aussi que dans d'autres professions, je pense aussi aux magistrats, qu'on puisse aussi avoir cette réflexion. Il ne faut pas seulement regarder ce qu'il y a aujourd'hui dans la profession du politique. Il faudrait que dans toutes les professions, effectivement, on ait cet alignement et le sentiment, surtout, qu'il n'y ait pas de privilégiés et que chacun contribue équitablement de la même manière à la richesse de la société. Ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux privilèges un peu du passé? Vous savez, il y a des privilèges, mais il y a aussi des situations qui sont explicables. Par exemple, un parlementaire n'a pas droit au chômage. Moi, je serais partisan, effectivement, d'introduire le mandat parlementaire dans cette réflexion de se dire que, après tout, pourquoi est-ce que les parlementaires n'ont pas les mêmes droits que les autres quand ils perdent leur emploi ou leur mandat, de pouvoir imaginer à ce moment-là les mêmes garanties aussi sur le plan de la continuité d'une activité. Aujourd'hui, quand vous êtes parlementaire, se reclasser dans la vie civile n'est peut-être pas aussi facile que pour d'autres métiers. Quand vous avez porté une idéologie, quand vous avez porté des valeurs, qu'elles soient de gauche ou de droite, vous ne pouvez pas vous reclasser comme ça aussi facilement. En tout cas, ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc plutôt l'idée, c'est que le métier de parlementaire devienne un métier comme un autre, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est pas ça, c'est que la pension, je trouve, doit être calculée de la même manière pour tout le monde. Voilà, ça serait mieux pour tout le monde. Mais cela dit, ce n'est pas la seule profession qui a des différences. Je vous le disais, sur les magistrats, sur les professeurs, sur d'autres professions, on a des particularités qui sont issues d'un autre temps. Maintenant, les parlementaires cotisent eux-mêmes pour eux-mêmes. C'est encore un système un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas directement à la communauté. Ils cotisent eux-mêmes sur leurs cotisations pour le futur. Pour conclure, peut-être revenir sur ce message un peu positif de sortir, d'aller dans les commerces, d'aller peut-être sur le piétonnier, je ne sais pas, d'aller sur les terrasses, dans les parcs. Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux Bruxellois? Moi, je trouve que l'initiative, aussi burlesque soit-elle, de pouvoir aller en pyjama à l'hôtel, c'est vraiment, voilà, c'est l'humour belge. C'est une bonne initiative. On doit multiplier ce genre de choses. Il faut pouvoir dédramatiser la situation et montrer que le Bruxellois, il est vivant, il est bien là. Allez à l'hôtel, allez dans les restaurants, faites vivre le piétonnier, mais pas seulement le piétonnier, aussi tous les autres commerces. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens restent peut-être un peu plus longtemps chez eux ou hésitent encore à sortir. Le temps ne nous a pas forcément aidés, mais maintenant, il faut tourner la page de ce qui s'est passé. Il faut que chaque corps de l'État puisse assumer à fond ses compétences. C'est vrai que quand on voit les dysfonctionnements qu'il y a eu dans la recherche des terroristes entre novembre et mars, on peut se dire que fondamentalement, on a peut-être loupé un certain nombre d'occasions qui auraient peut-être permis d'éviter ce qu'on a vécu. Mais c'est tout ça qu'il faut pouvoir aujourd'hui répondre comme défi et relancer l'activité économique et définitivement tourner la page. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On tournera la page et on profitera du soleil grâce à vous. Bon congé. Merci et on se retrouve demain pour une autre interview. Ce sera Stéphanie Meyer qui recevra Benoît Sorex.